bonsoir à tous. En effet, il me revient de clore un cycle sur le logement, c'est-à-dire sur la question, on pourrait dire, essentielle de l'architecture habitée. Alors, j'aurais envie de citer Heidegger, mais je suis sûr que quelqu'un l'a fait, au moins dans tout le cycle, c'est pas possible qu'on soit passé à côté de ça. Heidegger qui disait, pour construire, il faut savoir habiter. Et je pense que si on prend la question du logement sous cet angle, eh bien, on amène à ce que disait Mireille Gruber, au mode de vie et aux nouvelles pratiques de la ville. Ce sera donc mon sujet de ce soir. Alors pour commencer, et pour un peu mettre une touche d'optimisme dans ce débat, parce que le logement, c'est toujours une question très lourde, parce qu'on manque de logement, toujours la question des grands ensembles dont on va parler un peu. Donc toujours, c'est des sujets mais très, très, très difficiles, très chargés, très sérieux. Alors voilà, je voulais ouvrir cette petite note de Sampé, qui a fait quand même la couverture de New Yorker, grand magazine très intellectuel aux États-Unis, et qui nous donne un petit signe comme ça avec cet oiseau qui semble chercher, cet homme transformé en oiseau qui chercher la nature dans la ville. Et les rapports ville-nature, vous verrez, sont aussi au cœur des réflexions des architectes aujourd'hui. Alors je vous ai parlé des grands ensembles, mais je vais le faire très brièvement parce qu'en fait je ne vais pas traiter le sujet ce soir. Je pense que ça vaut une conférence vraiment sur le sujet, tant le sujet est important à décortiquer, sans aucune idéologie, sans aucun tabou. Et donc j'ai préféré vous montrer cette installation d'un artiste, Huyghe, à la Biennale de Venise, où justement une approche très poétique de la question des grands ensembles, en disant d'ailleurs ces formes très fantomatiques, eh bien il y a des gens. Voilà, je crois que c'est le message qu'il nous passe, et qu'il y a là un dialogue entre ces deux tours qui sont d'une banalité à pleurer. Donc là, il ne s'agit pas d'architecture, mais il s'agit de vivre ensemble. C'est peut-être ça la question. Alors, mon prédécesseur, j'imagine, a dû vous parler de ces expérimentations sur le logement. J'en ai mis deux. Projet de Le Corbusier, l'immeuble Villa, célébrissime, et vous verrez qu'il a beaucoup de déclinaisons aujourd'hui, et puis la tour capsule d'Archigram dans les années 60, qui n'a jamais été réalisée, mais qui s'est réalisée au Japon sous d'autres formes. Donc on a là des expérimentations sur le logement, et quand on voit d'où on vient, on se demande comment on peut encore faire ça aujourd'hui. Nous sommes dans l'Est parisien, dans une sorte de gated community, bien qu'il n'y ait pas encore de vigile ni de mirador, mais ça viendra. En tout cas, il y a un code de bonne conduite, ça c'est sûr. Et voilà la ville qu'on fabrique aux portes de Paris, aux portes d'Euro Disney, je devrais dire plus précisément. Eh bien, c'est Val d'Europe. Voilà. Donc vous avez là presque une non-architecture. On va travailler sur la petite maison, certes très confortable. Et là, n'est pas la question, mais on peut s'interroger pourquoi on est passé de ça à ça sans aucune diversité. Parce que toute la ville de Val d'Europe est comme ça. Enfin, et c'est ça qui est assez terrible, parce qu'il y a une sorte de village comme ça dans un coin, on pourrait dire très bien, pourquoi pas, après tout, c'est la loi de l'offre et de la demande, mais il se trouve que l'offre est précisément là-dessus. Donc, je vous parlerai très peu de maisons ce soir, mais je voulais quand même évoquer cette question du développement urbain, du périurbain, qui était quand même un des problèmes de notre société contemporaine. Alors, pour vous montrer que depuis longtemps, il y avait l'immeuble Villa de Le Corbusier, mais il y a cet architecte, James Wines, du groupe Site, qui, avec beaucoup d'humour, avait produit ce dessin, High Rise of Homes, d'une tour qui serait composée de maisons. Donc le rêve américain, il le mettait, il l'empilait, et il y a là quand même un signe extraordinaire, presque précurseur de la question de la densité aujourd'hui. Vous savez, c'est le mot qui fait peur. On se dit la densité, oh là là, les villes de plus denses, on pense à São Paulo ou des choses comme ça. Donc toujours, ça fait peur. Or, peut-on, avec la crise de l'énergie aujourd'hui, continuer à encourager l'étalement urbain? Peut-on, à l'heure du développement durable, parler encore de consommation effrénée du territoire? Je ne pense pas. Enfin, voilà un architecte qui, certes, avec humour, ce projet n'a jamais été réalisé, je le précise encore, eh bien, signifiait qu'il y avait peut-être des nouvelles typologies d'habitat à inventer.
Alors, composer avec la rue. Dans les années 80, des architectes ont voulu renouer avec la ville. Donc c'est la filière postmoderne, historiciste si on veut. Mais surtout, c'est retrouver le goût de l'espace public au sein du logement. C'est-à-dire c'est composer le logement autour de la rue. Nous sommes dans une ville nouvelle, Saint-Quentin-en-Yvelines. Je vous ai parlé tout à l'heure de Val d'Europe. Vous voyez que là, il y avait encore de l'expérimentation. Et Henri Gaudin, à l'époque, se référait plus à l'architecture gothique pour parler de ces escaliers et de cette typologie de venelle que de la petite maison sans intérêt. Un projet contemporain, celui de Port-Zampar, en plein Paris, la rue des Hautes Formes. C'est un programme réalisé par la RIVP, la Régie immobilière de la ville de Paris, et qui, à côté de la fac de Tolbiac, réalisé par Andro et Parra, un bâtiment très puissant, très architectonique, eh bien, on redécouvrait le charme de la rue, presque avec quelque chose une touche de Modiano, vous savez, la place Fürstenberg. On allait retrouver un peu cet esprit parisien, cette petite chose. Alors, aujourd'hui, évidemment, on peut peut-être se moquer de cette attitude, mais on aurait bien tort, car précisément, c'était l'idée. Après, Christian de Port-Zampar a beaucoup théorisé sur la question de l'îlot ouvert. Il en avait là, ici, l'une de ses premières expériences sur le terrain. Au lieu de faire, il avait gagné le concours sur cette idée, au lieu de faire un bloc, et au lieu de faire un bloc avec un îlot central, eh bien, il va faire un îlot que l'on parcourt. Je rappellerai que Fernand Pouillon, dans les années 60, je crois que vous l'avez vu dans un cours précédent, et dans l'opération de Boulogne-Billancourt au point du jour, a précisément travaillé sur des tours et des bars avec cette idée que le lien se fait par l'espace public, par le jardin, par le lieu où l'on se rencontre. Toujours cette idée du vivre ensemble. Vous voyez qu'on peut même travailler avec des archétypes comme les tours et les bars et faire des choses tout à fait intéressantes. C'est l'écriture de Christian de Port-Zampar. Il y avait 210 familles, 7 immeubles. Et on pourrait rajouter qu'il y avait 18 plans différents. C'est-à-dire qu'il y a 18 typologies d'appartements dans ce bloc, appelons-le fragmenté. Et il y a là quelque chose de très intéressant. Alors voilà ces images qui sont devenues mythiques, qui ont représenté un peu la présence du postmodernisme à l'aube des années 80 en France. Mais au-delà de toute étiquette stylistique, il y a là une vraie démarche urbaine très très intéressante. Alors, dans le même temps, d'autres architectes, en l'occurrence Jean Nouvel et Jean-Marc Ibos, réfléchissaient d'une manière encore plus, j'allais dire, manifeste sur l'idée du logement social, en disant, mais finalement, on est enfermé dans les normes, ça n'a pas changé aujourd'hui, mais peut-être qu'on peut faire autrement. Alors, ils avaient déjà cherché à Saint-Ouen comment on pouvait donner plus d'espace. Et avec Jean Bousquet, le maire de Nîmes, qui avait lancé cette opération de logement social et était d'accord pour faire une expérimentation sur ce thème, eh bien, ils ont proposé de faire des logements plus grands dans le cadre HLM. Donc on a ici un très bel exemple de travail sur la cellule du logement, de travail sur les duplex, de travail sur les coursives, car la théorie de Jean Nouvel, qui est devenue mythique aujourd'hui, était « qu'est-ce qu'un beau logement ?» Eh bien, un beau logement, c'est d'abord un grand logement. Voilà l'intérieur des logements. Donc il avait réutilisé tout un discours industriel, il était même allé chercher, il avait détourné les règles, il avait bénéficié de ce qu'on appelle des REX, des procédures spéciales pour pouvoir expérimenter. En tout cas, ce principe du logement qui, vous voyez, avec ces grandes coursives, qui dégageaient donc des espaces autour des logements, qui les faisaient communiquer et qui se décollaient du sol pour y placer les voitures. C'était donc la grande innovation des années 80. Il se trouve que 10 ans après, le même architecte Jean Nouvel a été appelé par un maître d'ouvrage à Mulhouse qui voulait prolonger l'histoire, ou s'inscrire plutôt dans l'histoire du site, c'est-à-dire d'une cité ouvrière. Mulhouse a été la première cité ouvrière en France. Et il voulait absolument retravailler sur ces typologies intéressantes en disant, mais finalement, le logement, peut-on retravailler ?
et est née l'idée d'une cité manifeste. Alors vous avez là l'ensemble du quartier. Jean Nouvel a été l'architecte en chef de l'opération. Il n'a réalisé qu'une seule opération sur les logements avec des petites lignes de couleurs que vous voyez au fond. Quant au reste, il y avait des gens comme Duncan Lewis, comme Mathieu Poitvin, comme Shigeru Ban au premier plan, et puis l'œuvre peut-être la plus intéressante de l'opération, les logements de Lacaton et Vassal. Et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que justement, il se place complètement dans cette filiation avec Jean Nouvel de qu'est-ce qu'un beau logement, c'est un grand logement, et ils vont donc offrir plus de surface que le programme ne le permet. Et c'est ça l'intelligence du système, avec une structure béton, dessus il place, appelons ça une serre, donc un espace capable et qui vous permet d'inventer tout mode de vie qui vous convient. Vous pouvez faire votre jardin d'hiver, vous pouvez y mettre votre salon d'hiver, vous pouvez y faire ce que vous voulez. Et bien ça, c'est donc des nouveaux modes qui sont offerts à l'habitant. Et pour le même prix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de prix, il n'y a pas un bonus pour construire ces logements, le bonus, il est dans l'espace. Et ça, c'est vraiment nouveau. Alors, c'est une écriture très minimum. Ce sont des architectes qui refusent le mot minimalisme, et je ne me risquerai pas à l'emprunter, tellement leur démarche et se place au niveau de l'éthique, et donc du minimum de matériaux. Donc à la bonne place. Là, il se trouve, donc, voilà le principe, vous voyez, d'utilisation des desserts, avec ce dialogue entre Lacaton Vassal et Jean Nouvel. C'est donc la cité manifeste à Mulhouse. L'île de Nantes est aussi un territoire d'expérimentation. C'est une nouvelle centralité que la ville de Nantes veut développer, donc un nouveau pôle urbain. C'est en plein cœur de la ville. Je dis bien plein cœur. Simplement, cette île a longtemps été oubliée. Il y avait des chantiers navals qui, aujourd'hui, sont complètement arrêtés. Et revient une vie plus civile, avec des grands équipements. Ça a commencé par le palais de justice de Jean Nouvel, puis l'école d'architecture aujourd'hui de Lacaton Vassal. Vous allez me dire, on reprend toujours les mêmes, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je pense que l'histoire se fait comme ça, et peut-être que les maîtres d'ouvrage aiment à appeler des gens qui sont sur ces sujets de recherche. Nicolas Michelin, architecte, urbaniste, vient de livrer ses logements sur l'île de Nantes, sur cette idée aussi de toujours essayer de trouver plus d'espace. Donc lui, il le fait avec plus d'espace, plus de vue, avec un principe de déhanchement. Il se place sur la parcelle d'une certaine manière, il crée des vis-à-vis tout en ayant toujours respecté les vues, donner des vues sur la Loire en respectant la vue sur le voisin, on essaye et tout ça en essayant de créer du lien. Et je trouve que ce projet est tout à fait intéressant dans ce qu'il offre en plus dans ce contact avec la ville. Donc voilà des logements qui viennent de sortir sur cette île de Nantes. D'autres architectes, Isabelle Hérault et Yves Arnaud, à Grenoble, se sont posé la question de la pièce en plus. La pièce en plus, vous avez dû le voir, on le voit beaucoup, notamment dans du logement peut-être des années 70 ou 80, on ne sait pas où mettre le vélo. Alors le vélo, on le met sur la façade, sur le balcon, Donc, ils sont partis de cet usage de qu'est-ce qu'on va bientôt bien faire avec le vélo, puisque tout le monde va bientôt avoir un vélo. Donc il va falloir intégrer le vélo au logement, et très vite, et pas le mettre en bas dans une sorte de parc, puisque chacun veut son vélo pour soi et bien le surveiller, c'est un peu comme sa voiture. Donc ils sont partis de ces usages très précis et très français, parce qu'aux Pays-Bas, ça se gérerait autrement, et en intégrant une pièce en plus, en façade, qui est le container vélo, outils de jardin, vous voyez, toutes les pratiques de la ville sont possibles, de ville, et je parle aussi du jardin, parce que tout le monde aime jardiner, on voit le succès des jardineries en France. Eh bien, c'est intégré dans un projet, ça se construit, donc voilà le principe, voilà comment ils ont découpé le logement pour justement donner plus d'espace en se servant de la coursive pour clipser absolument cet espace supplémentaire.
Donc vous voyez que c'est quelque chose, dans les logements aujourd'hui, c'est déjà là. Je ne vous parle pas d'utopies qui vont peut-être se faire, je vous parle de logements qui sont déjà livrés. Les voilà, c'est la fin du chantier, les habitants vont y rentrer en septembre. Dilater la parcelle. Alors dilater la parcelle, pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut plus consommer du territoire, donc on revient dans les villes, donc on exploite tous les interstices urbains, et dès lors, on a à gérer des espaces urbains qui parfois sont d'une bizarrerie absolue et voire d'un charme absolu. Cette opération en 1993 pour des logements de postiers est très emblématique de cette façon de gérer une parcelle tout en longueur. Donc un exercice extrêmement difficile. Comment intégrer 80 logements dans une petite parcelle très étroite? Il y a à peine 20 mètres de large. Donc on est presque dans une situation à la japonaise. Eh bien, l'architecte Frédéric Borel a justement travaillé sur cette différenciation du logement. Il crée même un jardin intérieur qui n'est pas un jardin privé, qui n'est pas un jardin public, mais dont le public de la rue a quand même la jouissance visuelle, c'est-à-dire qu'il peut arriver jusqu'à la petite garde-corps en verre, vous voyez, et avoir ce sentiment de profondeur, de perspective. Donc ça lui est offert. Et il développe tout l'habitat autour en s'appuyant sur les héberges, sur les mitoyens, et il joue de toutes les règles possibles pour intégrer le logement. Alors il faut préciser que ce ne sont pas des grands logements, sinon il n'aurait jamais réussi à placer, même au chausse-pied, il n'aurait pas réussi à rentrer 80 logements sur cette parcelle. Ce sont des logements pour plutôt des célibataires ou des jeunes couples, donc sans enfants, c'est plutôt des petits appartements. Voilà le principe. Dans ce plan, tout est expliqué, comment il arrive à dilater l'espace, qui est très contraint. Voilà un travail d'architecte absolument exceptionnel, vous voyez, sur comment donner plus d'espace, plus de respiration au tissu urbain et donner plus de logements tout court. D'autres architectes, à peu près dans les mêmes années, très connus aujourd'hui, les plus grandes stars du monde, Herzog et de Meuron, avait été appelé par la RIVP, donc toujours la régie immobilière de la ville de Paris, avec à sa tête, à l'époque, et je tiens à lui rendre hommage ce soir, Michel Lombardini, un très très grand maître d'ouvrage qui appelait des grands architectes, ou a fait connaître beaucoup d'architectes, notamment comme Frédéric Borel. Il a donné sa chance à beaucoup d'architectes. Et voilà le résultat, on peut le juger dans toute la ville de Paris. Cette opération dans le 14e, ça ne s'invente pas, rue des Suisses, 2 Helvétiques appelés à travailler sur un sujet très parisien. Nous ne sommes pas à Bâle, nous sommes dans un tissu extrêmement contraint. Vous voyez que l'immeuble du centre, eh bien, il fallait le contourner pour construire le logement. Et donc l'opération est extrêmement complexe. Vous la voyez ici sur le plan, les 2 logements de couleur prune viennent s'intégrer avec cette parcelle qui vient tout en profondeur, sur 150 mètres. Donc c'est à peu près le même linéaire que Frédéric Borel. Ce n'est pas du tout la même écriture de logement, ce n'est pas du tout la même conception, mais on a là la même attitude de donner beaucoup de diversité dans une parcelle extrêmement étroite. Alors eux, ils le rendent d'une manière très différente. Vous notez que sur la rue, ils établissent une grille, comme une grille très fermée. D'ailleurs, les habitants, les riverains ont beaucoup râlé après ce projet en disant « c'est monstrueux ». Les habitants, eux, ne râlaient pas du tout parce qu'ils ont joui d'un confort extraordinaire. Donc c'est un principe de persienne métallique qui glisse. Mais en effet, quand ça se ferme, c'est comme une grille. Donc on peut considérer que la parcelle est fermée. Et il est de fait que, contrairement à Frédéric Borel qui offrait une jouissance visuelle, là, Herzog et de Meuron n'offrent la parcelle qu'à ceux qui l'habitent. Donc il y a quelque chose de plus intime. Mais ce qui est intéressant dans le travail d'Herzog et de Meuron, c'est la diversité d'écriture, c'est-à-dire cette architecture de type métallique côté rue, et puis cette architecture de bois, ici, à droite, conçue comme un meuble, voilà, posé, vous voyez, dans l'espace de la parcelle, avec cet entre-deux absolument extraordinaire, vous voyez, cet effet de persienne. Voilà, il est évident que là, on est à Paris, mais on est presque déjà à la campagne, vous voyez, c'est autre chose, c'est un havre de paix. Donc,
on a un travail sur la non-promiscuité, sur l'intimité, tout affectueux. Je vous invite à visiter ces deux opérations, celle de Borel et celle-là, parce qu'elles sont vraiment emblématiques de ce travail dans des contraintes absolument terribles. Il faut voir que les architectes font ça dans des budgets extrêmement serrés et des contraintes extrêmement serrées. Je vous emmène tout de suite dans le sud de la France, à Èze. Voilà d'autres architectes qui étaient mis dans la même situation de gérer la contrainte. Donc la contrainte ici est celle d'une topographie, déjà, qui là peut être un avantage, puisque le site est très très beau. L'ouverture sur les collines et derrière la mer, évidemment, ça vous donne un décor plutôt proche du sublime, mais il restait à installer le logement. Donc le logement dans la pente, il s'agit de 6 logements que les architectes ont intégrés dans cette petite barre qu'ils ont traitée d'une manière très élégante, avec justement un traitement de la 5e façade, donc la partie que vous voyez depuis le haut. Et puis, ensuite, ils ont relié les logements par des coursives extérieures qui permettent d'avoir des vues. Donc c'est conçu comme un belvédère complètement ouvert sur le paysage. Donc, vous voyez, là aussi, l'expression d'une contrainte. Donc là, vous avez l'intérieur du logement, puisque c'est 3 duplex et 3 simplex. Donc là, vous avez un principe de duplex où le logement accède à la coursive en bas et ensuite, d'une manière plus privative, s'ouvre quand même sur la mer. Voilà du côté rocher ce que cette opération donne des architectes Calori, Bottineau et Asie. D'autres architectes aussi, dans autre type de contraintes, le parcellaire existant, dans la ville de Saintes, dans cette très très jolie ville, des architectes très contemporains qui ont gagné des grands concours internationaux, en l'occurrence un concours de l'Europan, se sont intégrés à la ville en reprenant le parcellaire, ce qu'on appelle des parcelles en lanière. Vous voyez, comme il y a par exemple à Bordeaux, un peu plus bas, dans le quartier des Chartrons, et toute ces parcelles tout en longueur. Et ils en ont fait un thème, justement, sur le sujet du public privé, c'est-à-dire qu'ils sont servis de ces venelles. Donc ça nous renverrait quelque part à Henri Gaudin tout à l'heure. Donc la venelle, comment justement l'intériorité. Donc voilà comment ils intègrent tout le logement avec l'espace de jardin, vous voyez, toujours en faisant respirer et comment ils travaillent avec le paysage. Vous voyez, on a le travail sur les murs, les vues. Voilà un travail d'une finesse exceptionnelle des architectes BNR. Parcelles, îlots. Donc, je vous ai décliné les grands classiques qu'on a dû vous expliquer. Donc, je ne m'étends pas sur qu'est-ce que c'est qu'un îlot, c'est qu'une parcelle. J'estime que vous le savez déjà et vous avez toute la culture moderne sur la question maintenant. Il se trouve qu'à l'arrière de l'Opéra Bastille, il y avait encore des quartiers insalubres il n'y a pas si longtemps. Et sans aller jusqu'à dire que c'était l'ambiance affreux, sale et méchant, digne des films réalistes italiens, eh bien, il y avait là à travailler sur une immense parcelle et lui donner une nouvelle âme. Massimiliano Fuksas a été appelé une fois de plus par M. Lombardi et la RIVP pour justement essayer d'intégrer le logement et de composer de la ville à partir de ça. L'idée de Massimiliano Fuksas, et il a gagné le concours sur cette idée, ça a été de précisément travailler avec la matière de Paris. La matière de Paris, c'est le zinc. Dès lors, il en a fait un projet manifeste n'établissant aucune distinction entre toiture et façade et en travaillant les volumes, les espaces, tout en intégrant le sport. Car ce qui est très important dans ce projet, c'est l'intégration du sport à l'opération. Donc voilà l'effet de courbe, qu'on dirait en anglais folding. Donc c'est devenu une tendance très développée, ce pli
hein, cette tendance du pli, cette tendance du porte-à-faux qu'on voit beaucoup dans l'architecture hollandaise. Donc en fait, ce projet est un concentré de choses qui vont, parce que ce projet date de 96, qui en 12 ans s'est développé absolument partout. Non pas dans cette écriture-là, mais en tout cas dans ces formes. Voilà l'intérieur, là on est à l'intérieur du pli. Donc des logements particuliers, spécifiques. Et puis, pour le raccordement à l'existant, puisqu'il y avait cette partie centrale avec les logements qui étaient posés sur les terrains de tennis et gymnase, il y avait comment s'intégrer à la petite, au pignon de la rue, et puis à créer une autre petite barrette. Et bien voilà un traitement, on voit bien une grande diversité d'écriture entre les situations, donc un projet très linéaire et très unitaire avec le zinc, et puis un travail différent avec un système de loft, beaucoup de lumière éclairée au nord ici, et puis le travail sur la brique avec un très bel effet de raccord sur l'image qui est à votre droite. Aujourd'hui, les architectes à Paris travaillent toujours dans cette même géométrie, la géométrie imposée par Christian de Porzampar. Nous sommes à Tolbiac-Masséna, et à côté de la Grande Bibliothèque de France. Et bien après l'opération de l'îlot ouvert des hautes formes, les architectes Beckmann et NTP, qui sont des jeunes architectes, ont travaillé justement sur une nouvelle géométrie, une nouvelle aération du tissu, comment on travaille à la fois sur des proximités et de l'intimité. Il y a toujours ces deux mots qui vont revenir. Comment créer donc de la densité tout en ouvrant des vues sur le paysage. Donc voilà un travail très sculptural, un travail de matière avec des failles. Les logements sont très travaillés pour avoir des vues toujours très, très, très différentes. Et puis, un travail aussi sur la matière. Donc le béton, les couleurs, j'allais dire quelque chose d'assez joyeux qu'il revendique complètement sur la question du logement, d'avoir droit à une certaine, justement, sortir du registre du tout blanc parisien ou du ton pierre, vous voyez. Ça, il y a tout un travail sur cette matière. D'autres architectes, juste en face, des très jeunes aussi, vont bientôt réaliser cette opération de logement à côté du ministère des Finances, entre la gare de Lyon et le ministère des Finances. Donc c'est l'îlot Rapé, dit Rapé, Rapé, R-A-P-E, et qui présente l'avantage d'intégrer le logement d'une manière extrêmement urbaine. C'est-à-dire que, oui, il y a deux blocs, j'allais dire, très classiques. Et puis à partir de ce noyau central, un peu comme une tour américaine classique, eh bien, ils vont faire un peu danser les plateaux de logement pour aller chercher des espaces supplémentaires, des vues supplémentaires. Donc ils vont désaxer les plans autour de l'axe. Ça, c'est le premier travail. Le second travail, il est au sol, avec justement ce travail sur creuser le sol, créer des espaces privatifs, intégrer des fonctions et faire du lien avec les espaces voisins. Donc voilà ce que donneront ces logements. Évidemment, dans les perspectives d'architectes, là vous ne voyez même pas le garde-corps, je vous rassure, il y en aura un. C'est un dessin, c'est pour donner l'idée d'une grande terrasse. Donc vous voyez que cette idée du toujours plus grand est très présent dans l'esprit des jeunes architectes aujourd'hui. Donc dans le 12e, bientôt, c'est pour l'OPAC de Paris, livraison d'ici 2 ans. D'autres architectes, Jacob et McFarlane, terminent en ce moment des logements pour des infirmières sur le site de l'hôpital Hérold dans le 18e. Ce sont des logements dits HQE, haute qualité environnementale. Donc ils respectent toutes les nouvelles normes dites écologiques. Et donc je ne développerai pas trop ce sujet pour vous parler beaucoup plus, parce que là il faudrait rentrer dans une technique qui mériterait un cours en soi. Mais je vous parlerai de cet ensemble de logements pour ce travail sur la non-barre. Ils auraient pu,
rassembler tous les logements dans une barre d'une manière très compacte. Eh bien, au contraire, ils ont préféré fragmenter. Et vous voyez que là encore, un peu comme Porzampar, mais avec une écriture très différente, ils vont jouer sur cette idée de fragmenter, jouer sur la forme, un peu la tailler de façon à ce qu'il y ait d'abord toujours des grands balcons, les plus grandes coursives possibles, et puis offrir des vues sur la ville. Donc il y a là vraiment toujours un souci, si on prend les 3 opérations qu'on vient de voir, toujours un souci de ne jamais barrer la vue avec une barre, mais toujours de donner, de la percer d'une manière ou d'une autre, que si le plot doit être plot, il va s'ouvrir, et si la barre doit être barre, elle va se fendre. Voilà comment je résumerai aujourd'hui les attitudes d'aujourd'hui. Donc voilà le plan, et vous voyez que dans ce plan qu'on pourrait qualifier de biomorphique, patatoïde ou ce que vous voulez, eh bien il y a cette idée de regardez comment les parties vertes sont les coursives et les balcons. Donc ce sont des parties à vivre, hein. Ce sont des choses où on peut faire son petit barbecue. Et voilà l'intérieur, donc là c'est la phase logement, il n'y aura pas de filet à l'extérieur, là non plus. Vous voyez là la trace de végétal qui vous indique que justement il y a un travail de réflexion avec l'intégration de la nature sur le logement et dans le cadre du HQE. Et au plafond, vous voyez, vous avez la sous-face du balcon, vous voyez cette grande ligne courbe sinusoïdale, et bien c'est un grand rideau qui se tire et qui peut vous isoler si vous n'avez pas envie qu'on vous regarde. Donc vous pouvez avoir là même un espace d'intimité sur votre balcon, vous voyez, puisque là, les logements sont très près hein, quand même là. Donc ils avaient tellement peu de place qu'il fallait bien choisir entre les deux choses. Donc ils ont trouvé cette idée de rajouter cet élément, j'allais dire, de l'ordre textile. Autre expérimentation sur le logement, c'est en plein cœur de Bordeaux, pas dans le quartier historique, mais nous ne sommes pas en périphérie de ville, nous sommes au cœur du tissu urbain, et un office d'HLM, Domo France, avec un promoteur HLM, un promoteur social, Domo France, à qui il faut rendre hommage tellement il essaye toujours d'expérimenter dans l'agglomération bordelaise avec des architectes de talent, et bien là va développer ce qu'il appelle la diversité. Alors, cette opération on pourrait faire 1 heure là-dessus, tellement il faudrait expliquer d'abord qu'il y a 5 architectes qui travaillent sur l'ensemble. Moi, je vous ai isolé juste une partie, celle réalisée par Raphaël Ondelat, sur l'idée justement de la maison en ville. Alors vous vous souvenez qu'on a commencé la conférence avec cette tour du groupe Site avec les maisons dans l'immeuble. Eh bien, vous voyez que les maisons commencent à envahir le haut des immeubles. Donc il y a une tendance d'être à la campagne tout en étant en ville, d'être à la maison mais en ville tout en étant pas forcément bobo avec sa petite maison de ville parce qu'on a les moyens d'être là. Vous voyez, une approche dans le social aussi d'avoir une nouvelle typologie de logement qui n'est pas forcément ni une barre ni un plot. Donc voilà les logements avec ces maisons. Donc là, il ne s'agit pas de serre comme à Mulhouse, mais on retrouve cet esprit de rajouter un élément en plus du programme, de lui donner une fonction. Voilà, là, ce qui est très amusant, c'est le jeu des boîtes suspendues. Vous voyez donc que l'espace public file en dessous, les voitures peuvent se garer dessous. Il y a pas dans cette partie, pardon, mais dans les logements à côté, c'est le cas. Ici, c'est plus des jardins. Et ça crée des porosités avec le quartier. Tout ça s'articule sur les rues avoisinantes. Voilà une sorte de petit village social à Bordeaux, réalisé par Raphaël Ondelat. Dans un autre type, et sur le mode du cadavre exquis, cher aux surréalistes, 5 architectes travaillent sur une figure, dite le monolithe, mais sur cette même idée de diversité. Donc la diversité ne va pas être là de faire chacun sa typologie en volume, mais de travailler sur un bloc imaginé par les architectes hollandais MVRDV, donc avec une économie de structure très forte, donc un bloc très très fort,
comme une sorte de très très grande arche qui va ensuite être découpée. Et là, vous avez les initiales des architectes qui vont travailler dessus, chacun son morceau, chacun son programme, chacun sa matière. C'est ça l'idée. Donc, une grande liberté dans une rigueur absolue. Donc, cette opération est développée par ING, des promoteurs hollandais qui expérimentent en France sur Lyon-Confluence. Donc, un des sites avec l'île de Nantes et Euralille 2, où il y a beaucoup d'expérimentations sur la question du logement et du bureau. Et vous avez là cet exercice difficile dont on pourra juger bientôt les résultats. Donc voilà les écritures différentes, donc avec des Manuel Gautran, Combarel et Marek, Eric von Egerhardt, chacun a son écriture, chacun a sa façon de voir l'architecture, mais il y a une seule façon de la vivre, c'est en commun. Donc ce projet a été étudié en commun. Et après, chacun a eu son promoteur, son utilisateur, et a développé le projet avec lui. Donc voilà une nouvelle pratique collective tout à fait intéressante sur la question du logement. Alors, rapprocher l'architecture et la nature. En 1991, Renzo Piano, encore pour la RIVP, encore pour M. Lombardini, réalisait cette opération exemplaire à côté de la Villette, donc de la cité de la Villette sur les hauteurs de la ville, le square des Bouleaux. Pourquoi le square des Bouleaux ? Il y avait zéro boulot. Hein. Il y avait aucune nature à cet endroit. Il y avait une parcelle à reconquérir, une sorte de dent creuse. Eh bien, l'architecte co-auteur de Beaubourg a travaillé ici avec Michel Desvignes sur l'idée d'intégrer la nature au logement, d'en faire un espace, là aussi, dont le passant peut avoir la jouissance visuelle, mais il ne peut pas traverser le logement, mais il peut, de la rue, profiter de ce square de Bouleaux, tandis que les habitants, eux, peuvent laisser promener leurs enfants ou bavarder. Enfin, voilà, c'est une façon d'intégrer la ville, la nature au logement, d'une manière tout à fait douce et fine. Autre architecte, autre expérimentation, à Montpellier, Édouard François, justement sur cette idée du ni la campagne ni la ville, a voulu expérimenter avec un promoteur Pragma l'idée qu'on pouvait vivre dans une maison en ville. C'était avant les diversités dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais déjà, cette idée avait été expérimentée ici, d'une manière très particulière, où les séjours des logements étaient prolongés par des passerelles que vous voyez là. Et ce cas, c'est à l'étape chantier. Et je vous la montre là parce que maintenant, les arbres ont un peu envahi les cabanes. Donc, c'était l'idée. Et votre salon devenait un salon ouvert, donc, parce qu'on est à Montpellier, donc il y fait beau. Et vous pouvez vivre dans la nature, comme si vous étiez dans les arbres. Donc, ce mythe du baron perché était là, ici, donc cher à Italo Calvino, et était imaginé ici, réalisé voilà, dans les logements dont les façades étaient entièrement en gabion, et l'idée de l'architecte était que la nature allait s'infiltrer dans les gabions. Le problème, c'est que ça n'a pas marché du tout, donc c'est un peu dans l'état à gauche, mais en tout cas, les cabanes ont été réalisées, les arbres ont poussé, et donc il y a un tapis végétal en dessous. Donc il y avait cette idée d'être dans un entre-deux, ville-campagne. Le même architecte, toujours dans ses obsessions végétales, a proposé pour l'OPAC de Paris de réaliser ce projet du Tower Flower, qu'il a appelé donc projet manifeste, sur l'idée que toutes les façades allaient être végétalisées, avec ces grands pots de béton, ces grandes dalles, vous voyez, qui viennent percer les dalles, tout simplement, et qui servent de garde-corps. Hein, c'était l'idée d'essayer d'éliminer la contrainte au maximum. Donc les raccords se font quand même par un garde-corps de sécurité, mais le pot est énorme, et les bambous qui poussent donc donnent cette façade mouvante. Vous voyez, quand il y a du vent, c'est très beau, vous voyez tout le bâtiment qui bouge en totale sécurité. Voilà, donc c'est l'intégration, la totale de la végétation dans l'architecture. Je vous rappellerai qu'en face,
sur le musée des Arts Premiers, le botaniste Patrick Blanc a réalisé une expérimentation tout à fait intéressante, mais cette fois sur un musée, le musée de Jean Nouvel. Odile Deck réalise un projet à Florence, sur une ancienne friche de la Fiat, où la ville de Florence a appelé 3 femmes architectes, Zaha Hadid, Carme Pinos et Odile Deck. Donc c'est un peu 3 femmes architectes, 3 façons de voir le logement. Et Odile Deck a imaginé, alors que ce n'est pas du tout son registre d'habitude, que toutes les façades des logements seraient enveloppées par une résille dont s'emparerait une plante rouge. Parce qu'elle adore le rouge. Dans tous ces bâtiments, le rouge est un peu, si je puis dire, le fil rouge, le fil conducteur du projet. Et là, elle l'a développé d'une manière manifeste, comme une enveloppe globale du bâtiment. Et ce sont, alors là, je me suis renseigné sur la nature, ça s'appelle des marie-galènes, voilà, et qui poussent et donc vont complètement enrouler le bâtiment, sachant que les pignons, eux, sont en métal rouge. Donc vous voyez, c'est l'idée qu'il y a une cohérence apportée d'une manière aussi végétale, et ce qui permet de filtrer la lumière, qui permet d'être un peu comme sous une tonnelle, hein, c'est toujours cette idée. D'autres architectes sur l'île de Nantes, Tétrarque, ont intégré la question de la nature à chaque logement. C'est-à-dire que chaque logement a sa serre. Donc là, les logements sont orientés sur la Loire, et au bout de chaque logement, eh bien, vous avez votre propre serre. Donc voilà le principe de l'immeuble qui offre des espaces tout à fait intéressants. Vous voyez, vous êtes en communion avec le paysage magnifique, toujours. Donc vous vous rappelez de Nicolas Michelin, qui tout à l'heure essayait d'étirer ses balcons pour essayer de tendre vers l'eau. Et là, c'est fait d'une autre manière, en intégrant donc cette serre individuelle qui devient, à l'échelle du bâtiment tout entier, une serre complètement verticale. Donc on voit comment, de plus en plus, l'intégration de la nature au logement fait son chemin. Alors vous allez me dire que déjà de nouvelles typologies, on en a vu plein, mais vous allez voir que on va accélérer maintenant, on va en voir d'autres, et je vais vous emmener au Japon avec Rem Koolhaas pour une opération absolument extraordinaire, faite dans une sorte de parc d'architecture. C'est très asiatique, les Chinois font ça beaucoup maintenant, aussi, mais c'est les Japonais qui avaient commencé, d'inviter des architectes très très célèbres à faire une œuvre. Voilà, on vous donne un parc et on fait un collage. Donc ça donne ce que ça donne. Il y a toujours des beaux bâtiments, des bâtiments moyens, et puis il y a des chefs-d'œuvre. En voilà un sur la question du logement. Cette opération de Nexus à Fukuoka. Fukuoka est une île au sud de l'archipel du Japon, face à la Corée. Et, attendez, pardon, je me suis trompé de bouton peut-être. Non, c'est bon. Voilà comment. Le principe, c'est donc de faire un socle. Le socle, c'est le socle noir qui renvoie au château japonais. Vous savez, les socles extrêmement durs, en pierre. Et après, créer un paysage qu'on devine à peine quand on est à l'extérieur et qui va s'ouvrir de plus en plus à fur et à mesure qu'on va monter dans les étages. Donc, c'est un principe de nappe. Voilà, vous voyez les coupes, comment il attrape la lumière dans les logements, sur la coupe à gauche, avec ces grandes baies qui ouvrent et qui illuminent le logement. Vous voyez, comme des canons à lumière. Hein, il vient prendre cette matière extraordinaire et, dans une complexité tout à fait intéressante, créer voilà, ce principe de feuilletage et de choses très belles. Alors, vous voyez dans quel contexte nous trouvons, un contexte de collines dans l'arrière-plan, et autour, une sorte de banalité très japonaise, parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'en Chine qu'il y a de la banalité, c'est que là aussi, au Japon, il y en a pas mal, et il y a quelques œuvres d'exception, comme celle-là. Dans ce parc d'architecture, Christian de Porzampar avait été intervenu aussi, elle fait des logements sur le thème de la colline et du tempietto, et ici, et Stephen Hall aussi, je me souviens. En tout cas, voilà une opération, si vous passez par Fukuoka, à ne pas rater. Plus au nord de la France,
à Groningen aux Pays-Bas, des architectes S333 ont gagné ce grand concours international sur les traces des vieilles fortifications où il y avait longtemps que les fortifications avaient disparu, où ils ont imaginé justement un nouveau type de ville. C'est comment faire rentrer la ville dans le logement. Donc on revient à des idées très proches de celles que Porzampar avait initiées à Paris au début des années 80. Ici, vous avez comment traiter à la fois du logement et du commerce. Donc il y a une mixité, la nouvelle typologie, elle est là. On mélange les fonctions et puis on va mélanger les espaces publics. Donc il va y avoir une diversité d'espaces très 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 différents, suivant les lieux. Vous voyez, tout est avec des nouveaux usages. Vous voyez, chaque logement, vous sortez, ça c'est très hollandais, on s'installe dehors, toute la petite famille y est, on pique-nique, voilà. C'est un projet très intelligent et on en parlait tout à l'heure en ouverture de la conférence, en totale adéquation avec les usages des Hollandais. Le reste des logements, très, très, très bien dessinés, décourcis, vous voyez, très simple, pur, agréable. Donc ça, c'est à Groningen. Pour rester aux Pays-Bas, Almere est la ville satellite de Amsterdam. C'est une ville absolument sans intérêt. Enfin, jusqu'il y a 2 ans, c'était une ville qui était une sorte de ville dortoir où, franchement, on ne pouvait pas dire qu'il y avait eu trace d'architecture, il y avait eu construction. Eh bien, ça a changé, car à l'initiative de la ville, un nouveau centre s'est développé en direction du polder. Et sur un plan dessiné par Rem Koolhaas, donc l'OMA de Rotterdam, eh bien, il y a toute l'opération que vous voyez ici, dont le cœur a été remporté par Christian de Porzampar sur l'idée d'un carrefour. Donc l'idée, c'est de mixer les fonctions. Vous avez un socle de commerce, donc avec tous les commerces habituels, les Gap et autres choses. Un grand centre commercial qui utilise la majeure partie de la partie verte que vous voyez là. Et puis, au-dessus de cette dalle, eh bien, alors que le dalle est un mot à proscrire, vous savez, dans l'urbanisme, on dit « Oh là là, plus jamais de dalle ». Vous avez là une façon de revisiter l'archétype de la dalle tout à fait intéressante avec ce que les Anglais appellent le stacking, donc l'empilement des fonctions. Et vous avez les logements qui s'organisent autour de l'espace vert, donc qui est ici. Et dans la perspective de concours, je me souviens qu'il y avait même des vaches. Christian de Porzampar avait imaginé qu'une vache pouvait être comme ça, là, ici. Bon, évidemment, c'était l'idée très poétique, l'idée très, très littéraire, mais la traduction littérale du projet, de cette dalle, de ce carrefour, de cette grande rue qui vient là, concrétiser le nouveau centre de la ville, eh bien, vous en avez la photographie ici, avec une émergence qui est une tour pour logement étudiant, qui vient au milieu de cet ensemble. Donc vous avez là une complexité tout à fait intéressante, très bien gérée. Et si je vous avais montré les coupes de ce bâtiment, vous verriez qu'en dessous, il y a un centre commercial, en dessous, il y a les parkings, tous les flux de la ville, les transports publics passent en souterrain de façon à laisser aux vélos et aux piétons les espaces. C'est très hollandais. Donc voilà, c'est une ville très bien pensée. C'est-à-dire que depuis la gare, qui est située, elle, dans l'ancienne partie de la ville, pas très intéressante jusqu'à maintenant, vous êtes toujours à pied. Donc il y a une continuité jusqu'à l'eau, tout à fait intéressante, avec ce nouveau quartier signé Porzampar. Un peu plus haut, sur l'autre côté d'Amsterdam, une ville de Zandstad. C'était une ville assez industrielle. Et les architectes Tania Congo et Pierre Gauthier, des architectes français, ont gagné un concours international sur l'idée justement de conserver la mémoire de la forme. Donc ils se sont dit, les habitants avaient devant eux toujours des grandes masses. Eh bien, c'est peut-être à partir de cette grande masse qu'on peut créer, puisqu'elle existait. C'était un peu le problème de l'île Seguin. À un moment, on a voulu recréer la hauteur, les volumes de l'île de façon à toujours garder la mémoire de la forme. Il y avait un projet de Renzo Piano comme ça qui justement redensifiait à la hauteur de ce qu'était l'usine. Donc, ce que j'appelle la mémoire de la forme, c'est donc l'idée qu'il y avait des usines qui avaient ce gabarit. Eh bien, on va retraiter ce gabarit, mais on va lui donner évidemment une autre fonction. Il n'y a aucune réhabilitation ici.
C'est donc complètement intellectuel, mais cette idée de pouvoir densifier au maximum tout en, j'allais dire, sans changer le paysage, eh bien c'est ça qui est l'idée maîtresse de ce projet. Donc sur le plan détail, donc voilà le raccordement à la ville, à l'arrière, parce que tout est flottant. Vous voyez, avec l'eau qui passe, des estacades, des promenades, où on peut... Là, c'était l'été, il faisait 37 degrés, je me souviens, donc tout le monde se mettait au bord de l'eau, voire plongeait dans l'eau directement. Jusqu'au parking, qui sont complètement à fleur d'eau, où la voiture disparaît, c'est le principe toujours... on fait oublier la voiture, c'est l'habitant, le cycliste, voilà, des usages, j'allais dire, de mobilité douce. Alors à l'inverse, et toujours à Amsterdam, sur un plan de Adrian Geuze, le quartier de Bornéo a été entièrement dédié à la maison. Donc c'est une étude sur la maison. Et au bout de ce quartier immense, où il y a des centaines de logements, eh bien, il y a cette opération tout à fait emblématique où précisément la voiture, on ne la fait pas oublier, au contraire, on la sacralise. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de place pour faire des parkings, comme il n'y a pas de place pour rentrer dans le logement collectif, eh bien, où peut-on la mettre? Si on la met sur l'espace public, elle va empiéter. Donc il reste une chose à faire, c'est l'intégrer dans le balcon. Donc ils ont intégré la voiture dans le balcon comme étant avec un système de rampe où vous mettez votre voiture sur le balcon, voyez, de façon à ce que précisément, là les autres voitures sont des voitures de passage. Autrement, vous n'occupez pas l'espace public. Donc voilà, toute la question à l'échelle de ces quartiers de Bornéo et l'intégration de la voiture dans la petite maison hollandaise, tu sais, qui est une maison très étroite. Voilà. Et chaque fois, vous avez la voiture qui est gérée d'une certaine manière. Et ici, alors évidemment, c'est un peu forcé, mais je l'ai mis comme une des typologies possibles sur voilà, des gens qui ne sont pas dans l'anti-voiture. Donc c'est assez intéressant au pays de la bicyclette. Aussi intéressant et complètement hollandais, cette idée du porte-à-faux. Donc les architectes MVRDV avaient fait une célèbre résidence pour personnes âgées. Vous avez mis toutes les j'allais dire tous les vieux. Qu'est-ce qu'elle me fait dire tous les résidents dans des boîtes comme ça qui sortaient pour justement leur offrir, qu'ils soient toujours dans la ville, avoir des sensations différentes, qu'ils ne soient pas dans des bars absolument, j'allais dire, banales ou autres, avoir une sensation différente de l'espace du logement et de la pratique de la ville. Eh bien, on voit à cette échelle-là de petits logements comment on va chercher là aussi plus d'espace, plus de contact avec le paysage qui est en l'occurrence celui du port d'Amsterdam. Alors, on a dit port, ça renvoie aux containers. Eh bien, les architectes MVRDV en ont fait un projet manifeste, l'idée de faire du logement extrêmement compact en prenant du container. Alors, ils ne l'ont pas fait d'une manière littérale, au sens ils n'ont pas empilé les containers. Hein. Je vous rassure tout de suite, parce que ce projet a été fait à Londres, s'appelle Container City, dans les Docklands. On peut le visiter. Mais là où des architectes ont travaillé comment on pouvait utiliser vraiment le container pour l'utiliser à des fins, j'allais dire, de logement. Donc là, on n'est pas dans une réutilisation du container, mais dans la réutilisation de l'image du container. Donc, ces logements que vous voyez ici, donc voilà le container à quai sur l'image de gauche, vous montre comment tout est extrêmement compact dans cette opération qui réunit 165 logements sur 10 étages et 20 mètres d'épaisseur. Donc là, un travail très intelligent de compacité. Le bâtiment est sur des pilotis. L'idée était de consommer, là aussi c'est une démarche très éthique, de consommer le minimum de place sur l'eau. C'est-à-dire, là, les architectes en ont fait une démarche, c'est pour ça que je parle d'un projet manifeste, de dire, oui, on va mettre beaucoup de logements, oui, on va travailler sur beaucoup de densité, mais pour autant, on consommera le moins de territoire possible. La relation à l'eau, c'est précisément l'idée du projet de Maria Galvez Pérez à Cordoue. Donc là, nous sommes sur le Guadalquivir, et cette jeune architecte a gagné ce concours international sur l'idée justement que
on pouvait inventer d'autres pratiques de logement, d'autres pratiques de la ville, d'autres pratiques du paysage, en justement faisant corps avec lui. Donc pour ça, elle a imaginé des barques qui se soulèvent, qui sont sur des pilotis et qui laissent filer le paysage. Donc vous avez d'un côté le fleuve, de l'autre côté je dirais presque la campagne, ce n'est pas tout à fait le cas, mais en tout cas des espaces végétalisés. Et il y a là cette façon d'habiter la ville autrement, d'habiter les rives autrement. Cette opération très courageuse, puisque derrière ça, il y a toujours un maître d'ouvrage. Donc il faut pouvoir suivre un architecte dans un projet expérimental comme ça, avec des porte-à-faux comme là. Donc ce projet se réalise en ce moment, sera fini à la fin de l'année prochaine. Donc la prochaine conférence, nous aurons des images en live. Je reviens à Nantes sur l'idée de l'empilement. Vous reconnaissez à gauche, puisque ce sont les mêmes architectes, les logements serres. Ils ont là travaillé aussi sur cette idée de compacité et des nouvelles typologies différentes, avec différentes activités, différents types de logements. Il y a là des exercices qui se développent en France et à l'étranger, tout à fait intéressants sur la question de plus de compacité. Donc on consomme le minimum de terrain et pour donner en même temps le maximum de vivre ensemble, parce que dès lors que vous mélangez les typologies de fonctions, le commerce, le logement, les bureaux, et bien ce qui fait que le soir, si c'est des logements de bureau, il n'est pas mort parce qu'il y a du logement et il y a du commerce. Voilà, c'est la ville qui vit tout le temps. Les architectes Hérault et Arnaud, les fameux architectes du vélo, vous voyez, en façade, avaient, il y a 4 ans, travaillé aussi sur des typologies de ce genre, en empilant 3 types de programmes, des commerces, c'est un angle de rue, des commerces en pied d'immeuble, puis des logements sociaux, puis des logements en accession. Donc là, on voyait bien qu'on pouvait mélanger du social et de l'accession à la propriété. Donc ce sont des choses qui, dans les grands ensembles, on sait très bien que c'est une des solutions. Hein, c'est qu'il va falloir qu'on prenne le sujet comme ça et qu'on mélange les typologies de programmes, donc à redensifier, à réinvestir les grands ensembles. Vous êtes ici à Reims. Je vous ai montré tout à l'heure une image terrifiante du Val d'Europe, de ces lotissements assez terrible en Île-de-France. Voilà des architectes qui, justement, dans un lotissement à Reims, ont refusé de faire de la maison. Alors qu'on leur demandait de faire des maisons. Ça, c'est intéressant à souligner. Je vous demande une maison, mais vous n'aurez pas une maison. Pourquoi vous n'aurez pas une maison? Parce que j'ai mieux à vous proposer qu'une maison. Et qu'est-ce que j'ai de mieux à vous proposer? Eh bien, c'est de vivre avec votre voisin. Donc voilà ici quelque chose d'assez expérimental à Reims-Bétheny où les architectes ont mis 4 maisons ensemble. Chacun est dans son logement, hein. L'idée c'est pas de vivre chez l'autre, mais de partager un espace commun qui est une plateforme. Donc vous avez une plateforme sous laquelle se garent les voitures, on le voit sur les coupes ici, vous voyez, et cette plateforme permet un espace où les enfants peuvent jouer sous le contrôle des parents. Voyez, ils ne vont pas dans l'espace public, ils vont dans l'espace de la maison, qui est l'espace commun aux 4. Voilà un espace de partage tout à fait intéressant, fait par les architectes Boudry et Boudry. Donc voilà l'image. Vous avez en dessous les parkings, et puis ensuite cet habillage de bois qui met en relation les logements que vous avez vus tout à l'heure. Voilà une opération très intéressante sur une alternative au mitage du paysage, une alternative surtout au Troène. Vous savez, la haie de Troène, la troénisation de la ville. C'est-à-dire qu'on met du Troène, ça fait la ville. Voilà, je pense que le Troène, c'est pas mal, c'est un végétal tout à fait intéressant, mais ça, c'est pas mal non plus, car ils ont planté des bouleaux, eux aussi, et il y aura toute une ceinture de bouleaux qui va venir. Vous voyez, donc on peut travailler sur d'autres végétaux que le Troène, on peut travailler sur l'idée d'être à la fois chez soi, tout en étant avec l'autre. Je trouve qu'il y a une très belle expérience de vivre ensemble. Ça a été livré, les gens sont dedans, je l'ai visité, j'ai parlé avec les habitants, ils n'ont aucune culture de l'architecture, mais pour autant, ils l'ont découverte. Et ils en sont absolument ravis, j'en atteste. Autre type de maison, c'est au Japon. Voilà une pratique de la ville tout à fait intéressante, c'est que vous avez une maison, mais au lieu d'avoir un toit, classique, eh bien c'est un toit espace utilisable.
et pas un toit de terrasse façon moderno, Le Corbusier, classique, super bien dessiné comme on connaît, avec ses vertus. Et bien là, il y a l'idée qui renverrait à la fonction oblique de Claude Parent, l'idée que justement c'est dans l'oblique qu'on va vivre. C'est justement en regard de la ville dans une... Vous voyez, c'est comme un amphithéâtre. Votre toit de maison devient habitable, il devient appropriable. Eh bien, c'est cette opération des architectes Tekusa, dite Roof House. Donc, voilà le principe d'expérimentation du logement. Vous voyez, vous avez évidemment la maison japonaise, absolument magnifique en dessous, avec c'est toujours ces qualités d'intériorité. Mais il y a cette idée de vivre avec l'environnement. Vous voyez, c'est une expérience aussi intéressante. Donc, on voit que le thème de la plateforme, à Reims comme au Japon, peut être utilisé de deux manières différentes, d'une manière collective pour rassembler, ou bien d'une manière unique et pour son usage personnel, mais en contact avec les autres. Repenser l'enveloppe. Alors, repenser l'enveloppe, là on va rentrer dans un débat un peu plus esthétique. Au pied de la Grande Bibliothèque, Francis Solaire, rue Émile Durkheim, pour des logements, encore une fois de la RIVP, a expérimenté quelque chose qui était jusque-là banni. C'est-à-dire qu'au début du siècle, Adolf Loos disait « l'ornementation est un crime ». Eh bien, il a osé ornementer, sérigraphier les vitrages de cette opération de logement. Alors, ça mérite des explications, parce que donc, le principe, c'est que les plateaux sont complètement libres. C'est-à-dire que demain, si on veut transformer cet immeuble en logement, on peut le faire, en entrepôt aussi. C'est-à-dire que tout est porté, la structure est périmétrique, et vous pouvez complètement changer les logements et en faire, je vous dis, ce que vous voulez. Donc il a travaillé sur une seule chose, la flexibilité d'usage. À partir de là, il a imaginé qu'on pouvait aussi gérer son confort. C'est-à-dire qu'il a non pas donné une peau, ni deux peaux, comme c'est classique, ou même trois peaux aujourd'hui dans les bâtiments dits écologiques, il en a donné 5. C'est-à-dire, et justement, dont l'une des peaux était la peau sérigraphiée. Donc l'idée, c'est qu'on choisit son niveau de confort en disant, tiens, ben moi, j'aime bien quand je suis en ville, avoir le bruit de la ville. Donc j'ouvre mes fenêtres, mais si vous fermez, vous n'entendez plus rien. Donc un travail sur l'acoustique. Ouais. Et puis, alors vous allez me dire, mais il nous impose ce dessin. Alors ça, c'est totalement vrai, et ce qui a créé une sacrée polémique sur le sujet, mais qui en fait une œuvre artistique à l'échelle d'un bâtiment où vous avez toujours un morceau. Donc vous avez un logement personnalisé, c'est le vôtre et pas celui du voisin, puisque donc le dessin est donc un peu dans un système de rythmique à la Sislewitz, est emprunté au Palazzo T. Alors c'est assez intéressant qu'il aille à la Renaissance, au Palazzo de Mantova, d'aller chercher quelque chose qui et de le ramener dans l'espace contemporain. Enfin voilà, c'est quand même d'une manière très stylisée, mais parfois on voit un ange ou quelque chose, une forme un peu exceptionnelle, vous voyez, des papillons, tout ça est quand même très stylisé. Autre peau, là plus radicale, c'est-à-dire qu'avec du bois, donc une peau de châtaignier, eh bien l'architecte Édouard François, vous savez, celui avec les façades mouvantes, vous vous souvenez, avec les bambous, eh bien là, imaginez d'envelopper totalement ces logements sociaux, hein, c'est en plein cœur de Louviers, de cette peau de bois sur l'ensemble du bâtiment. Vous voyez, c'est donc un travail de peau qui permet évidemment de gérer beaucoup de situations sur le plan thermique, mais qui permet aussi de travailler sur les lumières, de travailler, vous voyez, ici, vous n'êtes jamais fermé. Les parties communes, vous êtes toujours en porosité avec la ville. Hein, c'est ça l'idée. Donc ce principe de claire-voie, c'est à Louviers, Édouard François. Les architectes Finch et Jocher, à Munich, viennent de livrer ces bâtiments. Alors là, pour le coup, le filet, il est définitif. C'est pas du tout une image de chantier. Ça va nous ramener à la Caton Vassal tout à l'heure et à Jean Nouvel, les architectes qui ont fait un bloc et ont travaillé sur la coursive. Et pour dilater un maximum la coursive, donc ils ont supprimé le garde-corps complètement, et donc on traitait ça avec des filets qui sont tendus de bien et qui vous protègent de toute chute. Ce qui fait que
Dans l'espace, vous voyez, vous avez sur des logements extrêmement normés, hein, une autre façon de gérer. Donc vous avez l'enveloppe de bois d'Édouard François et vous avez cette enveloppe de filet, façon filet, extrêmement fine, cette résille, mais néanmoins qui vous protège. Et vous avez là les Allemands qui prennent justement leur nouveau salon d'hiver, même d'été, qu'est-ce que je raconte, avec une utilisation des espaces, puisque ça sert à la fois de coursive et de prolongement, puisque là c'est une partie étroite, mais à d'autres endroits c'est beaucoup plus large. Voilà l'espace, c'est pour vous montrer l'impact de la résille depuis le logement. Donc c'est comme une sorte de voilage, c'est-à-dire que ça ne vous fait pas, vous n'avez pas une grille hein, devant vous. C'est très fin. Donc bâtiment tout récent, renoué avec la sculpture. Là aussi, donc, je vous ai dit qu'on était sur le registre un peu plus esthétique, mais pas seulement, car Frédéric Borel a justement sur une parcelle extrêmement étroite, il en est presque le champion, rue Pelleport à Paris dans le 20e, et dans une topographie très particulière, a réalisé une opération justement sur un feuilletage avec des cadrages de la ville. Donc vous avez des grands parois de béton qui viennent cadrer des vues particulières sur Paris, et ceci donne au total une sculpture magnifique, donc un objet, là pour le coup, qui assume complètement son côté sculptural. D'autres architectes, dans la banlieue de Graz, Weichelbauer und Ortiz, ont imaginé aussi ces logements, donc une grande barre, où ils ont fait c'est du XXL là, vous voyez, ils ont poussé d'un seul coup, il y a comme si le logement, vous voyez, c'est un peu comme des dessins animés, d'un coup, les choses sortent comme ça. Et alors ce n'est pas du tout mobile, hein, c'est définitif. Vous avez des extensions pour avoir justement un salon supplémentaire, un espace de plus, quelque chose. Donc ils en ont fait un projet manifeste où ils exagèrent les choses, hein, c'est volontairement exagéré, à la fois donc avec un parti sur la couleur extrêmement vif. C'est dans un contexte d'usine, hein, je dois le dire. Autour, il y a des très grandes usines, il y a le reste, c'est du logement très très banal, donc vous ne pouvez pas rater ça, le Vaughan DNA de ces architectes. Donc il y avait un travail aussi pour garer la voiture sous le surplomb du balcon. Enfin voilà, et parfois c'est complètement gratuit, c'est-à-dire que c'est uniquement une sculpture, et c'est peut-être ça la faiblesse de ce projet, c'est que c'est beaucoup plus une sculpture avec des effets comme ça que de véritables espaces, parce que vous n'avez pas d'espace qui va jusqu'au bout. Donc c'est peut-être dans l'exagération, mais en tout cas voilà une démarche là aussi d'une volonté de débanaliser la barre de logement. D'une manière beaucoup plus, toujours aussi sculpturale, mais peut-être un peu plus poétique, le flou n'était pas prévu. Hein. Là, il y a un petit problème technique, mais voilà des bâtiments, des logements de Neutelings sur un polder à côté d'Amsterdam, les logements dits le Sphinx. Ces logements, donc sculpture, vous voyez, masse très très forte qui s'avance sur l'eau. Ce qui est très intéressant, c'est que là vous avez la vision nord, donc c'est comme des logements d'artistes, donc c'est très belle lumière du nord. Et puis à l'arrière des logements, un peu comme des bateaux qui partiraient. Donc dans la poupe du bateau, vous avez en fait des espaces creusés qui sont votre logement. Et là, vous êtes au sud, donc vous profitez du soleil. Et donc, il y a des espaces extérieurs. Vous voyez, sur le plan en bas, vous voyez, les parties blanches sont justement les espaces extérieurs que chaque logement a et dont il peut profiter. Ce qui est assez intéressant, c'est que la première photo pourrait faire imaginer qu'il n'y a rien d'autre. Et qu'en fait, quand on voit la réalité des choses, derrière, c'est d'une densité absolue. Et donc, c'est comme des figures de proue, voilà, pour reprendre une métaphore marine. Voilà l'ensemble sculptural de Neutelings. Intégrer l'énergie, alors évidemment, c'est une donnée d'aujourd'hui, c'est une donnée
incontournable. Il n'y aura plus un logement qui ne traitera pas de cette question. Nous le savons maintenant. Il se trouve qu'à Fribourg, en Allemagne, il y a là un pôle expérimental. Cette ville a lancé un quartier dit le quartier Vauban, dont je vais parler tout de suite. Mais je voudrais d'abord attirer l'attention sur le travail de Rolf Disch, cet architecte qu'on appelle un peu le roi du soleil, là-bas, et qui a imaginé ces logements héliotropes, où les logements suivent la course du soleil. C'est-à-dire que vous avez un fût, et puis le tube, le volume, le cylindre va tourner en fonction du soleil. Donc il y a là une recherche très expérimentale sur ce logement. Et il se trouve que toute la ville, il y a les laboratoires de Transolar, il y a là vraiment une industrie à partir de l'énergie solaire, à développer des quartiers. Donc il y a le quartier Vauban avec une charte où les habitants doivent s'engager à ne pas avoir de voiture. Vous voyez, il y a des choses comme ça, très militants. Ça, c'est dans l'autre partie du quartier, de l'autre côté de la rue. Et là, une architecture déjà avec d'une échelle un peu plus importante, où on voit comment ces éléments, avec les capteurs solaires, les doubles, voire triples façades, sont intégrés, et quelle architecture cela donne. Parce que c'est quand même la grande question. Quelle architecture va donner ou vont donner les nouvelles normes environnementales? C'est quand même une vraie question. On ne sait pas comment on va transformer le patrimoine. Je parle devant Mireille Gruber ici, comment vont-ils le rendre durable au sens écologique du terme? Et dans l'architecture contemporaine, c'est une vraie question. Alors des concours ont été lancés, notamment par EDF, on va y venir. Ici, c'est une exploration expérimentale en Angleterre, à Sutton, dans le sud de Londres, où l'architecte Bill Dunster a réalisé ces ensembles de logements justement sur ces bases écologiques. Alors il y a deux pôles absolument où tous les élus de France et de Navarre vont se rendre. C'est toujours BZ pour voir comment on fait de la ville durable, et le quartier Vauban à Fribourg. Donc en effet, si vous allez là-bas, vous verrez des expériences expérimentales avec des bilans auxquels vous pouvez avoir accès, vous pouvez juger des performances et voir comment on récupère l'eau, comment on peut être même en énergie positive. Donc c'est tout à fait intéressant. Mais ça mériterait, et c'est pour ça que je ne vais pas le développer, un vrai sujet en soi. Mireille, il faudra faire un sujet un jour sur cette question très technologique. Mais voilà. Donc justement, EDF a lancé ce concours sur qu'est-ce que pourrait être du logement bas carbone et quelle architecture cela donnerait. Et on va bientôt présenter ici, à la Cité de l'Architecture, les résultats de ce concours. Et il était intéressant de voir comment les architectes pouvaient s'emparer de ces nouvelles normes et essayer de produire une architecture, j'allais dire, qui ne soit pas une architecture techno uniquement, qui ne soit pas une architecture purement normative. Eh bien, Anne de Mians a gagné ce concours pour la partie collective, parce qu'on a fait le concours demandait aux architectes de travailler aussi bien sur la question de la maison individuelle que sur la question du logement collectif. A gagné ce concours qui va se réaliser à Montpellier, donc il y a déjà un client. L'idée, c'était que chaque architecte devait faire équipe avec un promoteur qui s'engageait à produire des logements bas carbone, dits bas carbone. Donc voilà ce que va donner cette opération qui va se construire dans les environs de Montpellier, dans le quartier de la Lironde, au cœur d'une grande ZAC réalisée par Porzampar, qui lui-même avait travaillé sur la question de reprendre la trame vière, la trame agricole. C'est-à-dire, il refusait qu'on construise des routes et qu'on prenne simplement les chemins existants pour rétablir la ville avec des principes de Bastide. Alors là, voilà, de la Bastide au château fort, ou voilà, les nouveaux bunkers écologiques. Si Anne de Mians me pardonne cette expression, mais je le prends bunker au sens très positif du terme. Voilà l'idée de travailler sur, en effet, une enveloppe extrêmement puissante et de travailler sur la profondeur du logement et des logements traversants. C'est aussi ça la gageure absolument à réaliser. Alors pour finir, je vais vous emmener sur le champ de l'art, parce qu'il se trouve que
depuis le début, vous m'entendez dire que les architectes vont toujours chercher ailleurs, en dehors des murs, vous savez, plus de logements, plus d'espace, sur le toit, mettre des porte-à-faux et tout. Ben, je remarque que les artistes aussi, on travaille sur ces sujets-là, et qu'à Leipzig, en 2004, Stefan Eberstadt a fait cette maison sac à dos, je traduis, Rucksackhaus, vous voyez, qui est complètement accrochée à la façade avec des câbles et qui est un espace, bon, évidemment, ce n'est pas un espace où les gens vivent toute la journée, hein, c'est dans une sorte de galerie ou autre chose comme ça, mais qui propose à travailler, rappelez-vous d'Édouard François qui imaginait le salon des logements, oui, en prolongement. Eh bien, vous voyez que c'est quand même une tendance extrêmement forte d'aller chercher en plus, au-delà des limites physiques d'un bâtiment, de l'espace supplémentaire. Et pas loin d'ici, eh bien justement, il y a cette installation des artistes Lang & Baumann, donc appelée Wonderland, qui est un hôtel pour une nuit, un hôtel pour une chambre et pour une nuit. C'est-à-dire vous ne pouvez la louer qu'une nuit sur Internet. C'est aux enchères. Ça commence à 600 €, ça peut aller jusqu'à 6 000. Je l'ai demandé au Palais de Tokyo. C'est quand tous les gens se battent pour l'avoir ce soir-là. Il paraît qu'un jour, c'est monté jusqu'à 6 000 € pour habiter ce lieu. Au-delà de la plaisanterie, il y a là quelque chose, et je l'ai mis exprès parce que nous sommes ici dans des cours organisés par l'école de Chaillot, une façon d'être contemporain dans le patrimoine, de trouver de l'espace en plus dans le patrimoine. Vous voyez que, donc, il y a, vous voyez là aussi, évidemment, c'est éphémère, je rassure tout de suite. Le bâtiment de 1937 retrouvera son intégrité à la fin de l'année, mais il y a pendant un an cet espace dit qu'on pourrait qualifier de parasitaire, mais qui là donne justement une nouvelle utilisation de la ville. Donc vous voyez, si je résumais cette conférence, c'est vraiment ça, nouveau mode de vie, nouvelle pratique de la ville. Eh bien, je pense que ça, c'est la grande tendance du logement contemporain. Voilà, je vous remercie.